Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui dépasse de loin tout ce que l'on pourrait imaginer. Un fait divers, incroyable, pas récent, mais suffisamment marquant pour qu'on s'y attarde ensemble. Car ce qui s'est passé, s'est produit dans une ville réputée pour son calme. Un endroit où d'ordinaire, il ne se passe absolument rien. Une ville si tranquille, que les habitants eux-mêmes affirment n'avoir jamais vécu le moindre événement digne d'un journal télévisé. Et pourtant, un jour, tout a basculé. Ce que vous allez entendre n'est pas un scénario inventé pour un film. C'est une histoire vraie. Une histoire qui intrigue, qui surprend, et qui, peut-être, vous fera voir cette petite ville autrement. Installez-vous confortablement. On remonte ensemble le fil des événements. Nous voici à Saint-Symphorien, petite commune belge de la province du Hainaut, située à une quinzaine de kilomètres de la frontière française. Surnommé le dortoir de Mons, ce village jouit d'une bonne réputation. Saint-Symphorien est généralement un village calme, mais cette affaire montre que même dans les zones les plus tranquilles, le drame peut survenir. Pourtant, le dimanche 5 octobre 2008, en milieu d'après-midi, les services d'urgence de Mons reçoivent un appel inquiétant. Un homme leur indique qu'Alex, un père de famille de 47 ans, est au plus mal. Les services d'urgence ont été rapidement alertés. À leur arrivée, la scène est frappante. Un homme gît au sol, immobile. Les secours tentent le tout pour le tout, mais l'homme ne réagit pas. Le médecin du SMUR ne peut alors que constater la mort d'Alex, qu'il a la lourde charge d'annoncer à sa femme, que nous nommerons Muriel, et leurs deux filles, deux adolescentes de 19 et 15 ans que nous appellerons Ludivine et Estelle. Pour l'urgentiste, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'une mort naturelle. Ce jour-là, il a été rapporté au service d'urgence qu'il avait fait un malaise. Selon eux, il aurait peut-être subi un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme. Pourtant, je trouve tout ça un peu étrange. Il y a quelque chose qui me laisse penser qu'il y a peut-être une part d'ombre derrière cet événement. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui s'est vraiment passé. Informé du drame qui vient d'avoir lieu dans cette cité bourgeoise, le commissaire Bourdieu-Duy, inspecteur principal à l'époque, se rend sur les lieux pour constater le décès. Le commissaire arrive enfin sur les lieux. Dès qu'il franchit le portail, un membre de la famille l'accueille, visiblement inquiet. Il entre dans la maison et découvre Muriel, la femme du défunt. Le visage marqué par la douleur, la voix tremblante, elle murmure qu'elle aimait profondément son mari. Complètement bouleversée par ce qui vient de se passer, elle semble incapable de retenir ses larmes. Ce dimanche d'automne banal vient donc de virer à la tragédie pour Muriel et ses filles. Que s'est-il passé dans cette maison de Saint-Symphorien? Alex a-t-il vraiment été victime d'un problème de santé? Ou la vérité est-elle beaucoup plus tragique? Dans une maison comme celle-là, on imagine toujours qu'il s'est passé quelque chose d'ordinaire. On peut imaginer un homme fatigué, rongé par quelque chose qu'il ne disait pas. Peut-être un problème de santé qu'il minimisait. Peut-être une douleur, une faiblesse, un souffle coupé, un vertige qui revient. À Saint-Symphorien, alors qu'une grande confusion règne dans ce pavillon d'ordinaire si tranquille, le commissaire Bourdieu-Duy examine le corps du défunt afin d'établir son rapport. Le commissaire se penche sur le corps d'Alex. En retirant la couverture, il remarque un accroc sur le t-shirt. Intrigué par l'absence de sang, il soulève celui-ci. Au niveau du plexus, une plaie profonde apparaît, mais elle ne saigne pas. Le commissaire reste un instant figé, troublé par cette découverte. Cette plaie, pour le moins suspecte, semble contredire la version de l'urgentiste et éveille les soupçons de l'enquêteur. Pour tenter d'y voir clair, il se rapproche de la compagne d'Alex. En s'approchant de Muriel, la femme murmura au commissaire « Ce n'est quand même pas ça qui l'a tué ». Une phrase étrange, lourde de sous-entendus, que je n'ai toujours pas comprise.
Pourquoi m'a-t-elle dit ça? Était-ce un simple doute, une intuition? Ou connaissait-elle quelque chose que nous ignorions encore? Une réaction troublante qui confirme l'intuition du commissaire. Il décide de placer en garde à vue Muriel, Ludivine et Estelle, les seules personnes présentes lors du drame. La machine judiciaire se met immédiatement en marche. Vient alors le moment de l'autopsie. Les experts y découvrent la vérité. Un coup de couteau a atteint le foie et l'a perforé. Pour les enquêteurs, il ne fait plus aucun doute qu'Alex n'est pas mort de manière naturelle. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le rapport d'autopsie leur livre d'autres informations capitales qui mettent en cause Muriel et ses filles. Le rapport d'autopsie ne laisse aucun doute. Alex aurait pu être sauvé, si seulement les secours avaient été appelés à temps. Face à ce constat glaçant, les policiers veulent comprendre qui est cet homme de 47 ans qu'une famille entière a laissé agoniser. Alex Lecoq était un homme posé, intelligent et ambitieux. Après de solides études, il avait trouvé un travail stable dans une compagnie d'assurance, un emploi bien payé qui lui permettait de vivre confortablement. Très jeune, il rencontra l'amour de sa vie, et ensemble, ils eurent 2 filles qu'il chérissait profondément. Depuis plus de 15 ans, Alex habitait à Saint-Symphorien, où il avait construit une vie tranquille, entre famille, souvenirs et quotidiens paisibles. Mais cette vie en apparence paisible est malheureusement ternie par un lourd secret. Alex a sombré depuis des années dans l'alcool. L'alcool influençait fortement le comportement d'Alex, surtout avec sa famille. L'alcoolisme d'Alex l'a-t-il conduit à être menaçant envers sa famille? Quels secrets cachent Muriel et ses filles? Et surtout, la mort d'Alex est-elle accidentelle ou criminelle? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce drame est-il la conséquence de l'alcoolisme d'Alex? Quel mystère cache ces 3 femmes? Et ce qui s'est produit ce dimanche d'automne, s'agit-il d'un acte criminel ou simplement d'un tragique accident? Au commissariat de Mons, les enquêteurs interrogent séparément Muriel et ses filles afin de comprendre ce qui s'est passé en ce funeste dimanche. Les 3 femmes commencent par leur expliquer que partager un repas avec Alex était devenu un enfer. Le repas familial était devenu presque insoutenable. Les disputes et les cris remplissaient la maison. La présence d'Alex à table, surtout lors du repas du dimanche, se faisait de plus en plus rare. D'un côté, la mère, entourée de ses filles, tentait de maintenir un semblant d'ordre et de convivialité. De l'autre, Alex restait affalé sur le canapé, distant, comme absent de ce monde familial qu'il avait lui-même contribué à créer. Mais en ce dimanche 5 octobre, à l'heure du déjeuner, l'homme s'impose à la table familiale. Et rapidement, une violente dispute éclate entre le père de famille et la cadette, Estelle. Et là, la dispute franchit une limite. Les insultes fusent, de plus en plus violentes, jusqu'au moment où Alex saisit un couteau et menace Estelle, la plus jeune. Mais Estelle ne se laisse pas intimider. Dans un geste presque instinctif, elle attrape l'arme et, dans la confusion, elle lui porte un coup. Très vite, après ce coup de sang, l'adolescente de 15 ans reprend ses esprits. Après cette confusion totale, elle s'éloigne en silence et va nettoyer le couteau sous un flot d'eau froide. Et contre toute attente, Muriel et ses filles déclarent aux enquêteurs qu'Alex, lui, n'aurait alors eu aucune réaction suite à ce coup de couteau. Il n'aurait poussé aucun cri et se serait simplement rassis. Attendez, je ne sais pas si vous réalisez. Il vient de se prendre un coup de couteau, et pourtant il continue de manger comme si de rien n'était. Aucune réaction, aucune douleur apparente, comme si tout était parfaitement normal. Et elle pense vraiment que les enquêteurs vont les croire? Le reste du déjeuner se déroule dans le calme. Mais à la fin du repas,
Alex se lève de table et s'effondre sur le sol. Pour sa femme et ses filles, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Dans cette famille, personne ne semble vraiment surpris. Pour les 3 femmes de la maison, ce genre de scène était presque devenu une habitude. Alors, lorsqu'Alex s'est effondré et qu'il est resté immobile au sol pendant de longues minutes, aucune d'elles n'a réagi. Les filles sont simplement retournées dans leur chambre, occupées à leurs activités, tandis que leur mère a repris le ménage. Des fois, elle jetait un bref coup d'œil vers son mari, toujours allongé, comme si la situation n'avait rien d'exceptionnel. Étrange, presque incompréhensible. Mais selon elle, c'est ainsi que les choses se passaient. Pourtant, le père de famille est en train d'agoniser depuis de longues minutes. Et le temps passe. À tel point qu'au bout d'un moment, les 3 femmes finissent par se rendre compte qu'Alex ne réagit plus du tout. Pire encore, il est peut-être déjà mort. Prise de panique, les femmes ne savent pas quoi faire. Et ce n'est qu'1 heure et demie plus tard que les secours seront appelés. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Muriel et ses filles disent-elles la vérité? La mort d'Alex est-elle réellement un accident? À votre avis, accident tragique ou acte volontaire? Au commissariat de Mons, suite aux révélations de Muriel et de ses filles, les enquêteurs se demandent si la victime, Alex, n'était pas en fait le bourreau de la famille. Cet homme de 47 ans aurait changé du tout au tout en 1992, suite à un épisode traumatisant. Il l'entend parler, puis plus rien. Sa mère vient de mourir d'une rupture d'anévrisme. Suite à ce terrible drame, Alex se réfugie dans l'alcool. Pendant plus de 15 ans, il se bat contre ses démons, mais sans succès. Il tente plusieurs cures pour arrêter l'alcool, sans succès. Et la chute continue. En 2006, Alex perd son emploi. Au domicile de Saint-Symphorien, le père de famille, devenu l'ombre de lui-même, impose un quotidien chaotique à sa femme et ses filles. Je pense qu'avec le temps, les relations entre Alex et ses 3 femmes se sont tendues. L'alcool n'a fait qu'empirer les choses, rendant chaque conflit plus lourd et chaque lien plus fragile. Regardez ce graphique homme-femme, les différences sont frappantes. Pourtant, en société, Alex sauve les apparences. Et les proches de la famille n'y voient que du feu. Personne ne soupçonne son alcoolisme. Il ne laisse rien transparaître, ni en famille, ni entre amis. Cette façade idyllique, c'est Muriel qui y tient. Insultée, brimée par son mari, elle continue de croire qu'il peut guérir. Muriel l'a beaucoup soutenue dans son combat contre l'alcool. Je pense qu'elle était sincère, mais avec le temps, elle a fini par baisser les bras. Mais Muriel est à bout après des années de lutte. Alors en 2008, pour protéger ses filles d'un père de plus en plus dangereux, elle avait pris une mesure radicale. Les enquêteurs découvrent que Muriel voulait divorcer. Alex, lui, s'y opposait. Le divorce était-il au menu de ce déjeuner fatal? Une dispute a-t-elle éclaté à ce sujet? Et Alex est-il vraiment le monstre décrit par sa famille? Mon analyse de cette enquête est la suivante. Une violente dispute aurait éclaté, et elle s'est révélée fatale. Leur relation ne tenait plus qu'à un fil. C'était la dispute de trop. À Mons, suite au témoignage de Muriel et de ses filles, les policiers ont découvert qu'Alex était un homme violent et potentiellement dangereux. Mais un nouvel élément constaté sur le corps du père de famille lors de l'autopsie vient perturber leur enquête. Alex présentait plusieurs traces de coups, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Sa femme et ses filles ont affirmé que son comportement avait, peu à peu,
fait disparaître tout respect au sein de leur relation et engendrer de la violence. Alex vivait également, je pense, un certain calvaire au sein même de sa famille où il était frappé et battu par sa femme et par ses filles. Les enquêteurs découvrent une réalité bien plus complexe. Les violences physiques envers Alex ne faisaient que s'accentuer. Peu à peu, il était devenu le souffre-douleur de la famille. La femme de ménage avait, à plusieurs reprises, retrouvé des traces de lutte et du sang. Ces nouveaux éléments remettent en cause les dires des trois femmes. Les enquêteurs examinent alors toutes leurs déclarations et ils se rendent compte que Muriel, la femme d'Alex, n'a pas été totalement claire sur un point crucial. Le mensonge, c'est qu'Alex n'était pas opposé au divorce. Bien au contraire, ce qu'elle refusait, c'était de perdre la maison. Un mobile, bien connu dans ce genre d'affaires. Le témoignage de Muriel, ainsi discrédité, les enquêteurs lancent des investigations plus approfondies sur cette femme de 47 ans. Et les résultats de leurs recherches leur réservent une surprise de taille. Les enquêteurs découvrent l'impensable. Muriel leur a menti. Le test ADN est formel. Ces filles ne sont pas les siennes. Le silence tombe, et une seule question reste, qui sont-elles vraiment? Et pire encore, Muriel a trompé son mari. Dès le début de leur relation. Un mensonge de plus, qui fait vaciller toute la vérité. Si pour les deux filles de Muriel c'est un choc, cette révélation ne peut en aucun cas constituer un mobile pour le crime, car elle est arrivée après les faits. C'est seulement le dernier coup de théâtre dans cette saga familiale à tiroir. À l'issue de l'instruction, Muriel et Ludivine sont finalement accusées d'assassinat. Estelle, mineure au moment des faits, comparaîtra pour sa part devant le tribunal de la jeunesse. Le procès à venir va-t-il permettre d'y voir plus clair dans ce terrible drame familial? La justice va-t-elle réussir à déterminer qui sont les bourreaux et qui sont les vraies victimes? Et surtout, comment les jurés vont-ils réagir face à l'histoire de ces femmes? Le lundi 7 mai 2012, 4 ans après les faits, le procès de Muriel et de Ludivine s'ouvre devant la cour d'assises de Mons. Les deux femmes, qui n'ont fait que quelques mois de prison, comparaissent libres. Elles font face à une salle d'audience avide de réponses sur ce drame familial qui sort de l'ordinaire. Le procès va se concentrer sur une question essentielle. Comprendre ce qui a conduit à cette situation et comment on en est arrivé là. Dans le box des accusés, mère et fille se montrent soudées. Elles doivent répondre, face à la cour, du meurtre par omission d'Alex. Le meurtre par omission, c'est laisser mourir quelqu'un, alors qu'on avait le devoir d'agir. Pour la loi, ne pas agir peut être un meurtre. Mais l'ombre d'Estelle, la cadette, plane sur tout le procès. Sur le banc des parties civiles, le père d'Alex se trouve dans une situation inconfortable. Il veut des réponses, comprendre ce qui a conduit à la mort de son fils. Et ces réponses, il espère que c'est sa belle-fille et sa petite-fille qui vont les lui apporter. Il voulait savoir la vérité. Pourquoi Alex a été laissé pour mort, sans que personne ne vienne à son aide? Quand vient leur tour de s'exprimer, Muriel et Ludivine retracent devant les jurés la descente aux enfers d'Alex et le calvaire quotidien qu'elles ont subi. Un calvaire qui a trouvé son dénouement en ce dimanche fatal et ce malheureux accident qui a conduit à la mort d'Alex. Elles ont été interrogées,
Pourquoi l'avez-vous tué? Ce drame vous arrangeait-il? Aviez-vous l'intention de le faire disparaître? Vous vous êtes mis d'accord pour en arriver là? Ensuite, le médecin légiste est appelé à témoigner. En effet, le médecin légiste confirme en tout point la version des deux femmes. Il confirme qu'Alex ne saignait pas et qu'il a certainement dû continuer de manger sans sourciller. En état d'ébriété, il a pu également tout à fait s'effondrer sur le sol et rester ainsi comateux de longues minutes. Les médecins légistes sont formels. Il ne s'agissait que d'une petite plaie. Personne ne pouvait alors imaginer que cette blessure lui coûterait la vie. On ne peut donc pas leur en vouloir. Ils ne savaient pas, à cet instant précis, que l'issue serait fatale. À l'issue de 5 jours d'un procès chargé en émotions, le jury se retire pour délibérer. La mère et la fille risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Mais à l'annonce du verdict, la salle ne peut s'empêcher de marquer sa surprise. Les deux femmes sont acquittées. Relaxé. Oui, vous avez bien entendu. Pas une seule journée passée en prison. La justice a jugé inutile d'infliger une peine supplémentaire à une famille déjà frappée par le drame. Quelques semaines plus tard, Estelle, la cadette, comparaît devant le tribunal de la jeunesse. Mineure au moment des faits, elle écope d'une remontrance, étant jugée responsable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À Saint-Symphorien, 8 ans après les faits, Muriel et ses filles continuent de vivre dans la maison où tout a basculé. Le drame qu'elles ont vécu et la mort d'Alex ont traumatisé toute une région et laissé des séquelles indélébiles dans la famille. Seul le temps pourra, peut-être, refermer certaines blessures. Ou peut-être pas. Une chose est sûre, ils vivront toute leur vie avec leur conscience. Et cela, sans doute, sera le poids le plus lourd à porter. Car malgré tout, un homme est mort. Et trop de zones d'ombre subsistent encore. À titre personnel, je pense que la justice s'est montrée trop clémente.